Donc ce soir, on va vous présenter le projet Mundo et en particulier la partie changement du permis de lotir, puisque c'est quelque part ça qui vous intéresse et c'est là-dessus qu'on souhaite communiquer par rapport à notre démarche en termes de projet immobilier. Et pour nous, le projet immobilier, c'est quelque part un outil qui est au service de la fonction du projet qu'on souhaite développer à Louvain-la-Neuve. Et c'est pour ça qu'en fait, en termes de présentation, on va aller du plus général, c'est-à-dire le projet Mundo, qu'on va vous présenter rapidement. Un peu plus concret, la partie architecturale. Donc on a nos architectes ici avec nous qui vont vous présenter la partie architecturale du projet. Et puis après, Julien, notre project manager, sera là pour vous présenter la dernière partie, qui est la partie plus permis et qui vous concerne vous en particulier les riverains de la ferme de l'Épine, plus ou moins proches, étant donné que ça aura quand même évidemment un impact positif, on l'espère, sur le projet, sur le quartier, et on est là ce soir pour répondre à vos questions. Alors ce soir aussi, on a notre partenaire Scale-up qui est ici et qui nous a beaucoup aidé sur le projet. On a des représentants de l'association, des habitants qui nous ont aussi pas mal épaulés et informés, et on les remercie. Et on a aussi l'Inesu avec Samuel, puisqu'on s'installe sur un terrain qui appartient à l'université. Voilà, c'est beaucoup de représentants. On avait aussi invité la commune, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se libérer ce soir. On a un petit souci d'agenda et les chefs auraient bien aimé être là, mais en l'occurrence, voilà, on a mal communiqué, il y a un conseil communal ce soir. Voilà. Donc ça, c'est pour les trois parties suivies par les questions-réponses. Et donc moi, je vais commencer par vous décrire brièvement, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce qu'est un projet Mundo en général et le projet Mundo Louvain-la-Neuve en particulier. Est-ce que vous m'entendez bien ? Okay. Donc, le concept Mundo, oui, moi je suis donc Frédéric Anson, je ne me suis pas présenté, représentant la société Mundo Lab, qui est donc la société qui gère l'ensemble des centres Mundo. Je vous la présenterai un peu plus en détail par la suite. Mundo Lab étant aussi le nom tout récent de la société qui auparavant s'appelait Ethical Property. Mais pour différentes raisons, par souci de clarté, on a changé Ethical Property Europe en Mundo Lab, c'est plus simple. Voilà, donc Mundo, c'est un concept qui a commencé il y a déjà un certain temps. En l'occurrence, les premières études ont démarré en 2006-2007. Et à l'origine, c'était un projet initié par un ensemble d'ASBL et d'ONG de Bruxelles qui souhaitaient se rassembler sous un même toit, faire une espèce de maison des associations ou de centres d'entreprise pour ASBL et pour y développer un projet immobilier pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Se mettre ensemble et donc investir ce lieu physiquement, mais aussi par toutes les activités qu'elle souhaitait y développer. Et donc cela devait se faire pour elle via l'acquisition d'un immeuble et la rénovation écologique d'un immeuble, étant donné que pour elle, certaines d'entre elles en tout cas se trouvaient dans un immeuble qui était pas du tout efficace et pas du tout représentatif de leurs valeurs en termes environnementaux, était souvent problématique. Ça, c'était une des raisons, donc un immeuble durable, écologique, à leur image. Une des autres raisons, c'est que beaucoup de ces ASBL à Bruxelles étaient fort mal logés. Moi, à l'époque, je fais partie du projet depuis le début, j'en ai visité beaucoup, qui avaient leur bureau dans des appartements semi-aménagés, avec une toilette qui est en réalité une salle de bain, enfin voilà, des maisons de maîtres où toutes les équipes sont les unes sur les autres. Et donc l'idée, c'était d'avoir des bureaux beaucoup plus professionnels, plus présentables, plus efficaces et aussi plus flexibles, puisque dans un centre d'entreprise, qu'est-ce qu'on développe, on a la possibilité de grandir ou de diminuer ces espaces sans devoir forcément déménager. Une autre raison encore était de pouvoir mutualiser des services et des infrastructures, puisque pour une petite ASBL, une petite ONG, avoir un service de réception des visiteurs, avoir des services Internet et téléphonie partagés n'était pas envisageable. Avoir des salles de réunion, avoir une cantine agréable et d'une certaine taille, une salle de conférence n'était pas envisageable non plus. Alors qu'en se regroupant, grâce en mutualisant ces aspects-là, ces services, ces infrastructures, ça devenait possible. Donc ça, c'était tous ces éléments-là
qui faisait partie de la réflexion. Le fait de se mettre ensemble aussi, d'avoir un immeuble pour plusieurs organisations, leur donne aussi les moyens de choisir un immeuble qui était mieux localisé, donc projet de transport en commun, facilement accessible par les pouvoirs subsidiants, les partenaires, etc. Donc ça, c'était aussi encore une raison supplémentaire. Une raison encore en plus, c'était aussi tout l'aspect de se retrouver ensemble, hein, surtout pour les petites associations, mais pour les grandes aussi, c'est-à-dire que de se retrouver avec des associations qui ont des activités complémentaires ou des activités similaires sous un même toit leur permettait aussi de développer beaucoup plus de synergie, de collaboration, d'échanger des informations, et c'est ce qu'on voit dans les centres Mundo. C'est un avantage considérable, et aussi en termes de convivialité, se retrouver avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde dans un même immeuble est extrêmement apprécié. Et le challenge, c'est de faire tout ça à un loyer abordable, puisque c'est un secteur associatif qui n'a pas forcément des grands moyens, et c'est ce que permet aussi le fait de faire un projet commun, c'est d'avoir un focus aussi sur des loyers abordables. On a récemment fait une étude de marché l'année passée sur des bureaux comparables, c'est-à-dire d'autres centres d'entreprise, et on était entre 30 et 80% moins cher que la plupart des autres centres d'entreprise classiques à Bruxelles, je veux dire des centres d'entreprise de type Regus, Silver Square, Tribes, etc. Voilà, donc ça vous donne un petit peu les raisons du départ des associations de Bruxelles qui ont souhaité mettre en place ce projet, qui était donc le premier centre Mundo. Le premier centre Mundo, c'était Mundo B. Là, vous voyez quelques photos. En haut à gauche, c'est un restaurant. En haut à droite, une des salles de réunion à Anvers. Quelques activités communes comme le compostage. Et puis des bureaux privatifs en bas. À Namur. Tout à fait. Oui, c'est la peine. En bas à gauche, c'est un Namur. Oui, oui. Si vous le dites, je n'aurais pas pu reconnaître ça comme ça. Mais... D'accord. Voilà, donc qu'est-ce qu'on trouve alors plus concrètement dans un centre Mundo? On trouve en premier lieu des bureaux privatifs, donc du petit bureau de 2 personnes au plus grand bureau jusqu'à 20-30 personnes, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça va peut-être changer, mais c'est ce qu'on nous demande le plus, c'est des espaces vides qui sont donc utilisés par les associations qui ont leur bureau chez nous. On trouve aussi dans la plupart de nos centres un espace de coworking, donc pour les très petites associations ou celles qui souhaitent avoir juste un pied-à-terre dans une des villes dans lesquelles on est présent. Donc ce sont des postes de travail aménagés, ce qu'on appelle le coworking ou le flex desk. Donc là, ils louent un poste de travail, soit à temps plein, soit à temps partiel. On trouve un espace de réception des visiteurs, très pratique. C'est en général aussi le ou la réceptionniste qui fait beaucoup plus qu'un travail de réception, mais qui fait quasiment un travail de gestion de l'immeuble. On va trouver des salles de réunion de différentes tailles, de la cabine téléphonique, on va s'isoler, à la salle de conférence de 80 personnes dans certains centres, pas dans tous. On trouve, en général, on a à cœur d'avoir un restaurant dans chacun de nos centres, qui est un peu l'espace de convivialité, l'espace de rencontre, qui est un peu le cœur vivant du centre. Et à Louvain-la-Neuve, ce sera, on l'espère, le cas aussi. Au minimum, si ce n'est pas un restaurant, c'est un espace, une grande cantine dans laquelle on peut commander, mais on espère vraiment pouvoir y développer un restaurant qui ouvre pendant les heures de bureau uniquement. Alors il y a toute une série d'espaces collectifs qu'on crée un peu en collaboration avec les futurs locataires en fonction de leurs besoins, espaces de rencontre, espaces de détente ou autres. On a toujours à cœur d'avoir un espace extérieur aussi, pour le confort des utilisateurs, mais aussi pour tous les aspects biodiversité, avec une terrasse, un espace un peu plus sauvage, un potager collectif éventuellement. Il y a tous les équipements techniques, bien entendu, qui sont partagés et gérés par nous. Tous les services partagés qui sont, j'en ai parlé, des services de réception, de gestion des salles de réunion, de maintenance de l'immeuble, les services de nettoyage, tout ce qu'on peut imaginer, tous les aspects logistiques sont pris en charge par nous, de telle sorte que ces organisations peuvent se concentrer sur leurs activités et plus sur les aspects opérationnels. Voilà. Et puis alors, on trouve aussi bien entendu du parking vélo, parking voiture, des douches pour les cyclistes, etc. Donc ça vous brosse un peu le tableau. Alors ici, vous avez les images de nos centres. En haut à gauche, c'est le premier, donc Mundo B. Peu de temps après, on a créé Mundo M en haut à droite, pas loin de la gare. Après, on a fait une petite pause, et puis 4 ans plus tard, on a créé un deuxième centre à Bruxelles, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et ça, c'était surtout des organisations qui travaillent avec la jeunesse, l'enfance, les écoles, les mouvements de jeunesse, etc. Là, c'est à gauche, dans le quartier européen.
Ensuite, on est allé en Flandre et à Anvers, on a créé Mundoa qui est ouvert depuis 2 ans, donc c'est assez récent, un bel immeuble. Ça, c'était une construction neuve sur une parcelle vide, c'est la première fois, une parcelle vide. C'est la première fois qu'on a pu construire un immeuble neuf, complètement en structure en bois, assez pionnier dans les techniques de construction. Et on a vraiment été très loin en termes de durabilité sur cet immeuble. En termes, comme je dis, tout l'immeuble est en structure bois. Énormément de matériaux recyclés, labellisés, naturels. Voilà, donc on est très content du résultat de cet immeuble. Là, vous voyez la terrasse qui est installée sur le toit. Et alors, récemment, c'était un peu semi-réalisé, semi-projet, parce qu'on a encore, pour une partie est déjà occupée et une partie est encore en rénovation. C'est un 3e centre à Bruxelles, parce qu'il y a énormément d'organisations à Bruxelles, énormément de demandes. Et avec 2, on n'avait toujours pas répondu à la demande, donc on a été créer un 3e projet. Amadou. Donc on se disperse un peu autour de la petite ceinture, mais toujours très proche des transports en commun, qui est vraiment essentiel pour nous. Il faut savoir que le public des organisations sont des gens qui bougent énormément et qui bougent essentiellement en transport en commun. Voilà, donc les projets en cours, je disais Mundo Madou, qui sera terminé à la fin de cette année et complètement occupé l'année prochaine. Ça nous occupe encore fort bien, surtout Julien. Et alors notre prochain projet, celui qui nous occupe déjà depuis, vous allez le voir, quelques années, donc c'est Louvain-la-Neuve qu'on espère voir aboutir en 2022, mais pour lequel la rénovation devrait démarrer en 2021. Et puis après on verra. Nous, on n'a pas une approche stratégique de développeurs immobiliers, on répond à la demande. Donc en général, ce sont des organisations, des associations qui viennent nous trouver, qui nous disent: alors, on a besoin de locaux, on a vu ce que vous faites, on aime bien ce que vous faites, est-ce que vous pourriez vous installer à tel ou tel endroit? Et encore mieux, c'est quand ils viennent à plusieurs et qu'ils ont déjà un projet concret, comme par exemple à Mundoji, c'était des organisations qui se connaissaient déjà bien, qui étaient surtout axées sur le secteur, comme je disais, de l'enseignement, de la jeunesse, et qui nous ont dit voilà ce qu'on veut créer, et du coup on l'a créé ensemble. Voilà, donc pourquoi Louvain-la-Neuve? Il faut savoir que ça fait quelques années, enfin 1 ou 2 ans qu'on travaille de manière plus assidue sur le projet, mais depuis 2010, donc pas loin après le début de notre création en tant que société, on a déjà eu des demandes, des appels du pied d'organisations qui venaient nous dire: tiens, il se passe pas mal de choses à Louvain-la-Neuve, on aimerait bien faire quelque chose là-bas. Il y a eu quelques tentatives qui n'ont pas réussi et qui commencent à se concrétiser maintenant. Pourquoi Louvain-la-Neuve aussi? Parce que, voilà, comme je le disais un petit peu, il y a un tissu associatif important. Il y a beaucoup d'organisations petites et grandes à Louvain-la-Neuve, plus qu'on aurait pu l'imaginer vu la taille de la ville qui n'est pas énorme, mais la quantité d'organisations qui s'y trouvent est assez conséquente. Et une des raisons aussi pour lesquelles les gens sont venus nous trouver, c'est parce qu'il y a apparemment un manque de bureaux abordables en centre-ville, qui est recherché par pas mal des organisations qui sont venues nous trouver. Et donc, certains acteurs, dont Scale-up que je présenterai tout à l'heure, mais aussi l'association des habitants, Crédal, que vous connaissez certainement, sont venus nous trouver en disant: tiens, est-ce qu'on ne créerait pas quelque chose à Louvain-la-Neuve avec vous, avec aussi l'idée de certains dans Scale-up de se dire: essayons aussi, outre l'aspect Mundo, de créer un coworking, mais plus un incubateur de tout ce qui est étudiants-entrepreneurs, un peu comme le incubator, mais avec vraiment des étudiants qui ont envie de développer à la fin de leurs études un projet dans le développement durable, dans le social ou autre. Et ça fait partie des moteurs un peu de ce projet à Louvain-la-Neuve. Et voilà. Et donc, ce qui était bien aussi quand ces acteurs sont venus nous trouver, c'est qu'ils avaient déjà un site bien précis, qui était la ferme de l'Épine, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, avec une bonne localisation, une bonne accessibilité et une parcelle qui pouvait contenir un projet tel que celui qu'on souhaite créer. Voilà, donc les partenaires du projet, il y a Scale-up, j'en ai parlé, que je vais présenter, qui est un peu le facilitateur du projet, qui nous a mis en contact aussi avec les autres acteurs de la ville, dont l'INESU, les pouvoirs locaux, la ville, l'association des habitants, etc. Il y a le bureau d'architecture que je laisserai se présenter, qu'on a choisi au terme d'un processus de sélection, mais qu'on a choisi essentiellement parce que depuis le début, depuis toujours, depuis Mundo B en l'occurrence, on les connaissait déjà, même si on ne travaille pas avec eux. C'est un bureau spécialisé sur les bâtiments basse énergie, passifs,
durable. Donc ça, c'est un peu ce qui nous a intéressé chez eux. Et puis le contact était bien passé. Et puis il y a nous, Mundo Lab, en tant que maître de l'ouvrage, financeur du projet et puis gestionnaire du projet, puisque quand on développe un projet, après, comme je le mentionnais, et vous l'avez sans doute compris, on les gère, on les garde en gestion. Voilà. Et donc un petit retour sur le timing. Donc en 2017, nous on n'était pas encore au courant, mais vers 2017, on sait que l'association des habitants de Louvain-la-Neuve était déjà en train de réfléchir et en avait déjà parlé à l'université ou à la ville, je ne sais plus, du fait que le site de l'Épine, la ferme de l'Épine qui auparavant était du LIC, serait un lieu qui se prêterait plutôt bien à une maison des associations avec un projet encore vague. En 2018, on s'est rencontrés, c'est Scale Up qui est venu nous trouver. On a rencontré donc l'association des habitants, qui a présenté le projet, on a rencontré l'INESU, on a rencontré la commune évidemment. Le pré-projet est même passé en CCAT avec un avis favorable. Et donc, vu que tous les signaux étaient au vert, on s'est dit ok, on va aller de l'avant. Donc en 2019, on a signé une promesse d'amphithéose avec le propriétaire du terrain, donc l'UCL. On a travaillé sur un avant-projet architectural plus abouti avec ADEM. Et on a rencontré des futurs locataires, puisque évidemment, il fallait s'assurer aussi qu'il y ait suffisamment d'organisations intéressées que pour qu'un projet pareil en vaille la peine. En 2020, on s'est fort occupé, on va y revenir, sur tout l'aspect qui n'est pas évident de modification du permis de lotir. On va vous en parler en long en large, donc je ne vais pas commencer là-dessus. On prévoit de pouvoir démarrer les travaux en 2021. Il y en aura pour à peu près un an de travaux. Et on espère qu'en 2022, si tout va bien, on puisse donc terminer les travaux et ouvrir le centre à Louvain-la-Neuve. Comme vous voyez, ce sont des projets de longue haleine. Voilà, alors on se présente quand même un petit peu. L'idée, c'est aussi de travailler en toute transparence. Donc, nous, Mundo Lab, auparavant Ethical Property, sommes une société qui a été créée en 2008. Donc, dans la mouvance de la création du premier centre Mundo, il fallait créer une société pour pouvoir monter ce type de projet. Et donc, on a créé la société. Ce sont des gros budgets. Développer un centre comme Mundo B ou Louvain-la-Neuve ou n'importe lequel d'entre eux. Et donc, ce n'est pas avec des financements publics qu'on peut faire ce genre de projet. On s'est donc trouvé vers des investisseurs. Et donc, la première levée de fonds, on l'a menée avec Triodos, qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Triodos, donc vous connaissez certainement, une banque dans tout ce qui est le durable, et qui, parmi son portefeuille, nous a trouvé nos 35 premiers actionnaires, qui nous ont permis de lever les fonds suffisants pour développer Mundo B et Mundo N. Donc ça a été on a eu pas mal de succès lors de cette première levée de fonds. Et donc on a récolté à l'époque 5 millions d'euros. Et avec les financements bancaires complémentaires, on a pu développer 2 centres, celui de Mundo B, pour vous dire, fait 3500 m², celui de Namur fait 3000 m², un ordre de grandeur. Ce sont des gros budgets, mais voilà, il y a une place pour l'investissement, comme on dit, à impact, l'investissement éthique. Donc tous les gens qui ont investi chez nous, ce sont soit des privés qui avaient un montant, je dirais, suffisamment important, parce qu'on avait, au début, maintenant c'est différent, mais au début on avait limité le montant minimum à investir, pour ne pas trop se disperser, ou des fondations, donc la Fondation Roi Baudouin, il y a Cridal qui avait investi, la Fondation pour les générations futures, Fitrust, un fonds d'investissement spécialisé sur tout ce qui est impact, etc. Donc voilà, d'un côté des fondations, des fonds d'investissement spécialisés dans ce qui est éthique, ou des fonds d'investissement publics comme la Société régionale d'investissement de Wallonie, et des privés. Et en termes de montant, c'est les publics qui ont la plus grosse, les institutionnels qui ont la plus grosse part. En termes de nombre d'actionnaires, ce sont les privés, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux à avoir investi. Et on a aussi, pour Anvers, développé le crowdfunding. Et donc là, tout un chacun pouvait co-investir pour créer un projet, là à partir de montants beaucoup plus accessibles, qui était aussi un peu notre idée, qu'on redéveloppera peut-être aussi pour ce projet-ci, Louvain-la-Neuve, pourquoi pas, pardon. C'est-à-dire de permettre à tout un chacun de participer au projet par un petit investissement. Voilà. Donc j'ai parlé plusieurs fois de Scale Up. Donc il y a Olivier qui est ici derrière. Je vais essayer
de présenter en 2 mots, mais sans trop déformer. Donc, Scale-up travaille pour nous plutôt en tant que facilitateur, parce qu'ils avaient très envie que ce projet voit le jour. D'une manière générale, Scale-up investit dans des startups, des entreprises avec un impact social fort, et en particulier des petites entreprises en développement qui s'occupent d'alimentaire durable. Olivier, est-ce que c'est plus ou moins OK ? C'est très très bien. Donc là, vous voyez quelques projets dans lesquels ils ont investi, qu'ils ont aidé à grandir. Et maintenant, il y a sans doute beaucoup plus parce que la slide date un petit peu. Donc dans les partenaires, on a aussi A2M, à qui de toute façon j'ai passé la parole puisqu'on va passer au projet architectural et qui donc vont se présenter. Donc, bonjour, mon nom c'est Sébastien Morel-Vaca. Nous sommes donc un bureau d'architecture, comme l'a dit Frédéric. On travaille depuis, c'est une société qui s'appelle A2M et on travaille depuis 2000 en fait. La particularité, c'est que depuis 2003, on a commencé à faire notre tout premier bâtiment passif. Le mot n'était pas encore connu en Belgique. Et depuis 2007, on a décidé de ne faire plus que de bâtiments passifs, 100% bâtiments passifs. Donc avant que ça devienne légal en région bruxelloise, avant que ça devienne légal au niveau européen en 2021, on savait qu'à partir de l'année prochaine, c'est toute l'Europe. Alors chacun va l'appliquer à sa manière, mais normalement, dans un an, le standard équivalent à ce qu'on appelle le passif doit être appliqué dans les 27 pays. L'Allemagne était précurseur et en fait la Belgique a suivi, la Belgique et l'Autriche. Donc il y a peu de gens qui le savent en Belgique, c'est assez marrant, mais hors Belgique, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé dans notre pays. Donc on a été précurseur, pas que Bruxelles, Flandre, Wallonie aussi. Et donc on construit maintenant pas qu'à Bruxelles, on construit dans d'autres pays. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte ce modèle belgo-belge, en fait, qui est une manière de faire du passif décomplexé, où des gens vivent dans des logements où ils payent l'équivalent d'un café par mois pour du chauffage, mais de manière simple, donc ça ne va pas toujours être des immeubles compliqués, etc. Suivant, peut-être. Ah non, je l'ai fait moi en fait. Ah non, c'est l'autre. Donc le programme, ici le projet, donc c'est un bâtiment en partie neuf, et une partie, l'idée c'est de rénover donc la ferme. On reviendra un peu sur le plan, etc. Donc on a à peu près 2000 m², et alors ça reprend tout l'ensemble des équipements que Frédéric a présentés, avec des petites particularités, puisqu'il y a une grande zone où on voudrait mettre des vélos. Il y aura aussi différentes salles de réunion accessibles, il y a un espace de lounge, un espace de coworking aussi, on va vous montrer comment c'est prévu, lobby, etc. L'avantage aussi de l'emplacement est tel qu'on a ici, c'est qu'on est... il y a un des voisins qui disait, moi, donc la rue juste derrière, la rue du Prieuré, sur l'angle qui touche la parcelle, pour aller jusqu'à la gare, c'est 7 minutes. Nous, on avait dit 12 minutes. Et donc, il y a quand même des particularités sur le site tel qu'il est ici. Donc, on est sur l'angle, vous le connaissez. Je ne sais pas si on voit la souris. Ah oui, voilà. Donc, on est sur l'angle qui est ici. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller bâtir le bâtiment en front du boulevard de Wallonie. Bien sûr, on a une petite partie de façade qui viendra sur l'avenue des Citeaux, et en fait, on vient se coller et se réarticuler avec la ferme. En fait. On voit ici les différentes photos qu'en principe vous connaissez mieux que nous. Donc, je vais peut-être m'attarder 2 secondes sur la ferme qui est ici, parce qu'en fait, il y a une partie du bâtiment qu'on va rénover, et l'autre partie qui est un peu... Pas que ça fasse des... Ok, ça va mieux comme ça. Donc on va essayer les limites de la parcelle. Ici on a reproduit en 3D. Ce qu'on a reproduit là aussi en 3D, c'est ce qui est prévu, en tout cas le gabarit des bâtiments. Une partie est déjà en construction, une partie bientôt être finie, mais de ce qui est prévu en face, si tous les développements se terminent sur les parcelles qui sont de l'autre côté du boulevard. Et donc on est vraiment... C'est un cas particulier, mais on est la pointe d'un gigantesque lotissement dans lequel vous êtes. On est vraiment dans une zone un peu particulière, mais qui est héritée depuis avant même la création du lotissement. Alors l'idée aussi, comme disait Frédéric, donc, quand on construit des projets comme ça, surtout quand c'est des bâtiments neufs, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas juste que le bâtiment consomme quasi rien, ici on sera même plus que passif, on sera carrément zéro énergie, donc on ne payera plus. Mais l'idée, c'est aussi d'employer toute une série de matériaux, que ça puisse être préfabriqué de manière ultra rapide, donc construction en bois aussi. L'avantage, c'est que ça dégage très peu de CO2, et on vous montrera à la fin le bilan qu'on voudrait obtenir avec ce projet-ci. Mais donc ça donne un peu typiquement l'ambiance dans laquelle vont travailler les gens dans ce projet. Donc évidemment, il y a une zone qui est une espèce de grand forum, qui sont aussi des zones de travail de coworking, mais donc tout est fait pour que les gens puissent se rencontrer,
se mélanger avec des gens qui viennent de l'extérieur, etc. Donc ça, ce sont des exemples d'autres types de coworking qui fonctionnent comme ça. Pas qu'en Belgique d'ailleurs. Hein, Et donc on voit ici le projet tel qu'il est prévu. On voit la partie rénovation en fait, de la ferme. Alors on a une espèce d'articulation avec un accès piéton depuis l'avenue des Citeaux. Ça c'est la grande zone d'accueil. Et alors à front du boulevard, je dirais avec le recul qui sont nécessaires, on a la possibilité de mettre plusieurs zones de bureaux. On a chaque fois un noyau central. Et alors on a une partie ici qui monte en forum et qui vient au-dessus d'une petite rampe, puisqu'on va quand même mettre quelques voitures en sous-sol. Il n'y a qu'un sous-sol d'ailleurs. Donc là on voit un agrandissement sur l'entrée. On pourra revenir dessus si vous voulez. Entre parenthèses, l'idée de l'affectation de la zone de la ferme, qui est quand même assez unique, enfin pour nous c'est un super bâtiment, c'est plutôt le type café-restaurant, mais qui pourrait être ouvert aussi à des gens qui viennent de l'extérieur, que pendant les heures du bureau, bon, ça c'est le principe. À l'étage c'est pareil, donc on a l'arrivée donc on a un grand vide, atrium si on veut, hein, puisqu'on a un ré 1, 2, et puis on a cette espèce de forum qui aboutit jusqu'au premier étage, et puis le plateau du premier étage ressemble au rez-de-chaussée. Dans la ferme, on peut mettre une espèce de mezzanine, où on sait avoir aussi quelques salles de réunion. L'avantage aussi, c'est que c'est typiquement le genre de bâtiment, parce que pendant des années, on a créé l'association qui s'appelait la plateforme Maison Passive, il y a des années, j'étais le président pendant 8 ans de l'association, et donc on était à Mundo M, à Namur. Et donc ça nous arrivait souvent de faire des événements le soir, etc. Et donc c'est un peu ça aussi, donc c'est possible pour des gens de venir, tiens, occuper une partie, et donc c'est très facile à isoler une zone, si on veut, en fonction des besoins. Voilà. Et puis le dernier niveau, alors le dernier niveau, c'est uniquement à côté du boulevard. Et donc on a une espèce de transition de volume entre les volumes de la ferme qui ressemble au volume de cette partie du lotissement, c'est-à-dire la ferme est plus basse que les bâtiments qu'on a en face, le bâtiment neuf avenue des Citeaux. Et donc on a une espèce de transition, on remonte vers le volume qu'il y aura en face, de l'autre côté du boulevard de Wallonie. Et donc voilà ce que ça donne, une simulation. On a encore occupé assez de travailler sur quel type de bois on va faire. Finalement, on pense qu'on va faire en bois clair en façade, mais c'est du bois avec du verre. Et donc pour nous, c'est une transition qui est intéressante par rapport à la brique, puisqu'on laisse ça tel quel. On isole tout par l'intérieur. Hein. Donc voilà. Donc là où il y a la porte de garage, on laisse vraiment les points vides tels qu'ils sont. On les remet juste avec des triples vitrages, etc. Donc ici, on voit l'articulation plutôt lorsqu'on est au boulevard Wallonie et qu'on rentre dans Louvain-la-Neuve. Et donc on a ici le cul-de-sac en fait, hein, de l'avenue des Citeaux. Et donc on a vraiment ce bâtiment avec une articulation qui montre un côté l'alignement vers l'avenue des Citeaux et l'autre alignement côté boulevard. Donc on a fait pas mal d'études d'ensoleillement aussi pour voir quel est l'impact. Ici on est en septembre, mais bon, on peut le voir sur toute l'année. Entre les bâtiments existants et ce que ça donnerait, on le voit ici en plan. Hein. Donc on a le nombre d'heures d'ensoleillement qu'on a direct. Donc avant projet, et puis une fois qu'on met le projet. Donc évidemment, vu l'orientation, au fond, le principal impact se situe sur la parcelle elle-même. Hein. Il n'y a pas vraiment d'impact sur les voisins, pas assez significatif en tout cas. L'idée aussi, c'est que dans les aménagements, dans les abords, bien sûr, on doit reverduriser donc cette espèce de... C'est pas une bretelle d'autoroute, mais c'est quasi. Par contre, ce qu'on voudrait faire ici, c'est prolonger la végétation telle qu'elle est aujourd'hui le long du mitoyen. Donc on voit ici avec l'impact, donc c'est forcément qu'on prend septembre ou mars parce qu'on a pris l'équinoxe. Hein. Donc voilà. Alors ce que j'expliquais par rapport au passif, la PEB aujourd'hui ne demande pas d'avoir des bâtiments passifs en Wallonie. Ça va arriver bien sûr. Quand on dit passif, certaines ne savent pas ce que cela veut dire, mais si vous avez une maison qui fait 100 mètres carrés, votre chauffage vous coûtera aujourd'hui peut-être l'équivalent de 2 cafés par mois, peut-être 10 € par mois. Donc ici on sera un peu plus bas que du passif. Et donc ce qu'on voudrait faire, c'est ça, c'est que lorsqu'on commence à prendre en compte le bilan des matériaux, on va essayer de gérer au maximum le cycle de l'eau sur site, donc pas forcément tout va aller dans les égouts, au contraire, on en a besoin puisque vous allez faire des potagers, etc. Il y aura des toitures vertes et donc c'est pas juste 10 cm, c'est 30 cm, donc tout ça nécessite de devoir gérer le cycle de l'eau. Et l'idée c'est qu'une fois qu'on fait ça, le next step, je dis ça parce que en Wallonie, je ne sais pas encore ce qui est prévu, mais en tout cas à Bruxelles, on a prévu que la ville sera en 2050 sera CO2 neutre. C'est un peu ce qu'on va arriver maintenant, puisque la Belgique est déjà assez loin. Et donc, l'idée est de dire que ce projet, il sera déjà CO2 neutre. Donc, une fois qu'il sera terminé. CO2 neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des impacts classiques d'un immeuble et son utilisation sont réduits de manière extrême, de 80 à 90%, et le peu qui reste est outsourcé. C'est outsourcé dans des projets
qui sont agréés, hein, évidemment, on ne fait pas ce qu'on veut, donc c'est dans le puits de carbone, mais ça veut dire concrètement quoi? C'est qu'une fois que le Mundo est installé là, il arrête d'impacter l'environnement en fait. Hein. Donc c'est comme si on régénérait l'environnement. Et l'idée, c'est pareil aussi, c'est qu'à chaque Mundo, parce que Mundo a eu plusieurs labels bâtiments exemplaires, nous on en a eu aussi, on a eu 19 de bâtiments exemplaires, et donc c'est vraiment de montrer que oui, c'est possible d'avoir un futur décarboné et qu'il soit viable et friendly en fait. Donc ce sera aussi une première en fait. Voilà, je vais peut-être laisser la parole maintenant à Julien. Pas évident avec le... Je m'occupe en gros de la mise en place soit des nouveaux bâtiments pour Mundo ou alors des grosses rénovations dans les centres existants. Dans cette partie de la présentation, donc je vais essayer de faire vite, mais c'est un sujet qui est un petit peu complexe et assez administratif aussi, mais qui vous concerne directement. Et donc l'idée, c'est de vous expliquer, de remettre un petit peu les bases de tout ce qui est règlement urbanistique. Donc, à mon avis, la plupart d'entre vous connaissent, puisque vous êtes riverains et que vous habitez le lotissement. Donc, je vais juste réexpliquer pour être certain qu'on part sur le même pied. Et ensuite, je vais vous expliquer quelles sont les modifications qu'on a demandées à la commune et qui vont faire l'objet d'une enquête publique. Donc, tout d'abord, à Louvain-la-Neuve, enfin à Ottignies-Louvain-la-Neuve, donc on a le territoire en tant que tel, et à Louvain-la-Neuve particulièrement, les différents quartiers qui composent Louvain-la-Neuve ont, lors de leur création, été gérés en lotissement, et des règlements ont été écrits pour ces lotissements. Donc, pour celui de Lausanne, on a celui enfin il n'y en a qu'un seul, celui du 14 août 1979, et celui-là compose toutes les règles que les habitants du quartier doivent suivre s'ils ont un projet immobilier. Dans le même temps, on a eu récemment la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve qui a mis en place un guide communal d'urbanisme, donc qui lui date de 2018, et qui fait suite au code été, donc au niveau du territoire wallon. Donc dans ce guide communal, la commune redivise en fait l'espace communal en différentes aires et leur applique différents règlements qu'il est demandé de suivre quand on a un projet immobilier. Bon, la complexité, c'est que ces aires regroupent parfois différents lotissements et que les règles du lotissement doivent malgré tout s'appliquer. Donc on a deux règlements urbanistiques qui se côtoient et qui doivent se lire en simultané. Donc ici, je vais vous parler du lotissement, puisque c'est la première étape qu'on a choisie, c'est regarder ce que compose le lotissement. Alors pour le lotissement de votre quartier, donc, il est divisé en différents lots. Donc il y en a 5 exactement, et pour chacun de ces lots, des règles spécifiques sont décrites et vous permet de faire une toiture inclinée ou une toiture plate par exemple, ou ce genre de choses, tout est décrit de manière assez claire. Si vous voyez la façon dont ça se compose, en fait il y a une particularité, c'est que ces lots normalement s'appliquent à différentes parcelles, sauf un seul, celui de la ferme de l'Épine, celui dont on parle aujourd'hui. Tout simplement parce que, bon, je n'étais pas là à ce moment-là, mais parce que la ferme de l'Épine existait déjà à ce moment-là, et donc un régime particulier lui a été appliqué. Donc toute une partie de ces règles sont pensées pour la ferme de l'Épine en tant que telle. Donc une de ces règles, par exemple, donc ça c'est un extrait du plan, je peux montrer avec la souris en fait, plutôt qu'avec mon doigt. Je vais continuer à montrer avec mon doigt. Donc, une des règles spécifiques, par exemple, c'est qu'on peut, sur cette parcelle, l'utiliser à usage récréatif, social, culturel, café, restaurant et autres activités de délassement. Donc ça, c'est un extrait du lotissement. Donc c'est ce qui est autorisé sur cette parcelle à ce stade. L'idée, c'est que pour permettre le projet dont vous a parlé Frédéric et des architectes juste avant, eh bien, on doit demander certaines modifications de ces règles.
puisqu'on ne va pas y faire la même chose. Donc on a choisi de demander à la commune de modifier ses règles du lotissement uniquement pour le lot 2102 de la ferme de l'Épine. Donc on ne demande pas des modifications qui s'appliqueraient aux autres lots, mais uniquement au lot 2102. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la modification du permis d'urbanisation. Parce qu'entre-temps, dans l'historique, je ne sais pas pourquoi, mais la modification de lotissement est devenue permis d'urbanisation. Mais donc, vous allez être consulté par la commune, par ce terme-là, pour la modification du permis d'urbanisation demandé par Mundo Lab. Et ensuite, en deuxième phase, eh bien, on demandera si toutes ces modifications, enfin les 11 modifications qu'on demande sont acceptées, eh bien, on demandera un permis d'urbanisme qui, évidemment, va se conformer à ces règles. Donc là, j'ai mis un petit timing, mais en gros, l'idée, c'est qu'on a déposé à la commune la demande de modification du permis d'urbanisation le 16 du 10, et il devrait revenir vers vous aux alentours du 13 du 11. Et l'idée serait de l'obtenir, j'espère, fin février, début mars. Ensuite, se lancer dans la procédure du permis d'urbanisme et obtenir le permis d'urbanisme courant juin 2021. Je vais ici, du coup, vous décrire les 11 modifications de manière assez succincte. Donc, ce que je propose, c'est que je vais les expliquer. Si vous avez des questions sur ces règles, si c'est des demandes de précision, je vous propose de lever la main et comme ça, on est tout de suite dans le vif du sujet sur cette règle-là. Et si vous avez des questions plus longues ou qui demandent un débat ou autre, je propose qu'on le fasse à la fin, comme ça on a le tableau complet des modifications qu'on demande, si ça va à tout le monde. Est-ce que dans cette démarche, la CCAT doit intervenir ? On a déjà, donc, comme le disait Frédéric, le projet est déjà passé une fois à la CCAT et effectivement le projet a été, enfin, on a eu un retour positif. Et donc, ça fait partie en tout cas de la démarche, quoi. Pour la modification du lot, proprement dit, est-ce que ça demande aussi l'intervention de la CCAT ? La modification du permis d'urbanisation, c'est ça ? Du lot modifié. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle est consultée, si je ne me trompe pas. Voilà, elle est consultée par la commune. C'est, je vais revenir dessus. Voilà. C'est ça. Merci Julien. C'est communal, c'est plus large. C'est communal, c'est plus large. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs commissions consultatives, troisième âge, la jeunesse, l'aménagement du territoire, la mobilité, etc. Et donc voilà, c'est en fait tout à fait consultatif, mais parfois la commune soumet aux personnes qui font partie de ce conseil consultatif d'analyser la situation de Et il y a un membre de la H qui fait partie. Et il y a un membre de la oui, il y a un H membre de l'association des habitants qui fait partie. Voilà, donc ce sera la commune. Donc voilà, si ça vous va, je continue là-dessus. Donc notre première demande, c'est par rapport à la destination du lot. Donc je vous avais lu ce qu'on pouvait faire sur cette parcelle. Donc a priori, ce qu'on souhaite y développer rentre, selon nous, dans la définition. Donc l'usage social notamment, restaurant. Donc voilà, on a l'impression qu'on rentre dans ce cadre, mais pour quand même ne pas qu'il y ait de discussion en tout cas là-dessus, c'est sûr que c'est des espaces de bureaux avant tout, et donc du coup on demande à la commune d'autoriser la destination bureau sur la parcelle, en précisant que c'est pour un centre d'entreprise qui œuvre pour le changement sociétal, et que nous avons un lien avec l'UCL qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi sur cette parcelle, et où le but est de développer notre projet, quoi. Donc ça, c'est la première demande, et on doit évidemment se justifier quant à cette demande. Donc il y a tout un texte qui fait partie de notre dossier. C'est un dossier de pas loin de 100 pages que j'essaie de vous résumer ici. Mais l'idée est de dire qu'effectivement, comme le disait Sébastien, on est en bout de lotissement.
On a une accessibilité au transport en commun, etc., qui est assez bonne. Et on a ce lien vers le nouveau quartier de Courbevoie, qui est un quartier mixte, lui, alors que, bon, clairement, le lotissement ici est bien plus résidentiel que mixte, même si on y retrouve effectivement l'école ou d'autres entreprises, mais malgré tout, on n'a pas le caractère mixte qui est aussi marqué. Oui, on a représenté les nouveaux passages piétons. Donc, enfin, voilà, puisque vous y habitez, vous savez que ce n'est pas encore fait, mais donc il y a une connexion piétonne là-bas qui doit être réalisée, sécurisée. Je crois que sur les 2 bandes qui sont du côté de Courbevoie, il doit y avoir un feu rouge qui doit être mis en place. Donc ça, c'est le projet qui est réalisé par le SPOE Infrastructure. Donc voilà, notre première demande, c'est celle-là. Ensuite, la deuxième demande, c'est le fameux P sur S, que peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc l'idée, c'est ce P sur S, c'est en fait le nombre de mètres carrés de plancher construits sur la parcelle, donc de surface utile, divisé par la surface de la parcelle elle-même. Alors, j'ai mis un petit schéma là qui sort du lotissement, justement, avec la parcelle dont on parle ici de la ferme de l'Épine en jaune, et on a toutes les parcelles résidentielles qui ne sont pas colorées, là, où le P sur S est d'environ 0,8 ou 1 pour certaines parcelles. Pour le site de la ferme de l'Épine, il est pour l'instant à 0,6. Alors 0,6, à part permettre de laisser la ferme en place ou de construire quelque chose qui aura le même gabarit qu'une maison unifamiliale, on ne va pas savoir faire grand-chose avec ça, et donc on demande de pouvoir passer à 1,4. Pour donner un ordre d'idée de ce que ça donne, en gros, toutes les parcelles qui sont en rouge là-bas, qui sont plutôt du multirésidentiel évidemment, sont entre 1,2 et 1,5. Les 2 qui sont en bleu là sont je ne sais plus si c'est 1 ou 1,1, mais donc voilà, au-dessus. Et Courbevoie, évidemment, voilà, hors compétition, ils sont entre 2,2 et 4,1. L'idée est toujours de se dire que on doit faire une demande qui est honnête, qui nous permet de développer notre projet. Et on a constaté que la plupart des parcelles du lotissement, en fonction de la surface de la parcelle, eh bien souvent le P sur S était plus important. Donc on demande cette modification-là. Les 2 modifications suivantes sont assez rapides. C'est simplement que le lotissement actuel ne prévoit pas grand-chose sur la parcelle d'hôte que la ferme, et donc il n'y a pas de zone constructible qui est définie. Donc, puisqu'on demande des nouvelles règles, eh bien, on doit aussi cadrer ce qu'on peut faire sur la parcelle. Donc, il y a 2 choses urbanistiques qu'on demande, c'est dire, OK, on peut construire sur telle zone spécifiquement, donc ça, c'est notre 3e demande, c'est dire, on ajoute une zone de construction, une zone constructible, c'est la zone que vous voyez en bleu. Ce qui est assuré, c'est en fait la grange actuelle qu'on souhaite conserver. Et ensuite, l'autre demande est d'ajouter un front de bâtisse, puisque du côté boulevard de Wallonie, du côté avenue de Cîteaux, c'est assez simple, puisqu'on doit s'aligner sur le pignon de la maison qui est à l'angle là-bas. Mais par contre, boulevard de Wallonie, il n'y a rien qui est construit. Donc, le règlement communal prévoit qu'on doit implanter nos bâtiments soit sur les voisins, soit sur un front de bâtisse. Comme il n'y a pas de voisins, on propose de mettre en place un front de bâtisse sur lequel on va s'aligner. On a également ajouté le front de bâtisse de la grange pour bien spécifier qu'on va effectivement laisser un bâtiment à l'endroit de la grange. Alors, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, on a ajouté une autre règle qu'on demande, c'est l'obligation de maintenir la grange en tant que telle. Donc l'endroit où il y a le front de bâtisse, on a le front de bâtisse qui nous oblige à avoir un bâtiment à cet endroit-là, et cette règle supplémentaire de conserver la grange nous oblige à la laisser là. Pour plusieurs raisons, parce que nous on est d'abord convaincus
c'est quelque chose d'intéressant historiquement, sur le plan esthétique également, et l'UCL et la commune nous suivent sur ce raisonnement, et on a souhaité du coup cadenasser le fait que non, on ne détruira pas la grange, quoi. Donc la grange, c'est bien la partie à droite qui est là. Une autre règle, une autre modification qu'on a demandé, qui n'apparaît pas en fait dans les règles du lotissement, donc qui s'applique à notre lot, c'est un taux d'imperméabilisation. Donc c'est aussi un peu technique, mais dans le règlement communal est spécifié différents taux d'imperméabilisation. Donc il fallait ici définir une règle, et donc on propose un taux d'imperméabilisation de 50%. Donc concrètement, ça veut dire que la moitié de la parcelle à peu près peut faire percoler les eaux de pluie. La demande suivante concerne la hauteur, donc autorisée. Alors, la façon dont c'est étiqueté laisse croire qu'on veut construire 2,45 m au-dessus des bâtiments actuels, donc ce n'est pas le cas. On parle en altimétrie, donc actuellement, le lot prévoit que l'on puisse construire jusqu'à une altimétrie de 143 mètres maximum, et on demande le passage à 145,45. Donc effectivement, ce sont des mètres, donc on pourrait diviser l'un moins l'autre, on a 2,45 mètres. Alors à quoi ça correspond? Les 143 qui sont prévus concernent la hauteur de corniche maximale, qui est autorisée, donc qui est normalement calquée sur les bâtiments existants. Nous, en l'occurrence, le nouveau bâtiment qui serait construit à côté de la grange serait avec une toiture plate, et l'idée c'est de définir le niveau maximal de cette toiture. Donc le niveau maximal de la toiture, donc par rapport à peu près à la voirie, serait de 11 mètres. Or actuellement, le niveau du faîte de la grange est à 9,60 mètres, donc on demande 1,40 m plus haut. Et entre la grange et le bâtiment qui est à gauche, là, on voit qu'il y a encore à peu près, à vue de nez 60-80 cm, je n'ai pas le chiffre exact, plus haut. Donc au final, notre bâtiment sera, si je ne me trompe pas, environ entre 60 et 80 cm plus haut que le faîte de la partie résidence, quoi. Donc ça, c'est une demande qu'on a pour pouvoir à nouveau mettre notre projet sur cette parcelle. Ensuite, je vous ai dit qu'on parlait de toiture plate. Donc dans votre lotissement, on ne peut faire que des toitures inclinées. Donc on demande pour le lot 2102 d'autoriser des toitures plates verdurisées. Oui, je n'ai pas du tout parlé de la coupe qui est là. C'est quand même important. Sur la droite, c'est les hauteurs des voisins en face de la ferme de l'Épine, avec les niveaux, la grange, le nouveau bâtiment, et alors de l'autre côté, le quartier Courbevoie, avec ce qui est autorisé dans leur permis d'urbanisation. Donc on est reparti de ces niveaux qui sont autorisés. Normalement, je pense qu'ils suivent les niveaux autorisés, donc ça devrait donner une bonne idée de ce que ça donnerait. Donc on est effectivement plus bas que Courbevoie, évidemment, hein. Mais on a un dévers de terrain, donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder la hauteur altimétrique notée, quoi. Mais donc, voilà. Ensuite, autre chose, c'est qu'à nouveau dans le lotissement, les façades ne peuvent faire que 10 mètres de long. Bon, vous comprenez bien que dans le projet ici, ça va être compliqué, notamment du côté boulevard de Wallonie. Donc à nouveau, on demande pour le lot 2102 de permettre de supprimer cette règle des 10 mètres et d'implanter un bâtiment en potentiel de cette façon-là. Donc on a 24 mètres à peu près côté avenue de Cîteaux et 33 mètres, plus le 8 mètres 77, mais ça c'est la charnière dont parlait Sébastien, du côté boulevard de Wallonie.
Oui, dans l'architecture, vous avez vu que c'est un concept un peu modulaire, etc. Donc ça peut paraître beaucoup, mais l'idée est quand même de casser cette longueur via l'architecture et revenir à quelque chose de plus humain que juste un mur de 24 mètres de long. Vous avez vu les 3D, notre idée c'est ça, quoi. Ensuite, les matériaux de façade. Donc, à nouveau, dans votre lotissement, on ne peut faire que de la brique et un tout petit peu de béton. Par ce concept de charnière dont parlait Sébastien, etc., et pour la fonction que l'on souhaite avoir, on voudrait que pour le lot 2102, on puisse autoriser le matériau verre et le matériau bois en façade. Donc ça, c'est une demande spécifique. Et ensuite, la dernière demande concerne le stationnement. Donc, en termes de stationnement, sur le lot 2102, étrangement, il n'y a aucune règle dans le lotissement. Donc, on pourrait construire notre bâtiment sans faire l'ombre d'un parking. L'idée, c'est qu'on voulait se rapprocher malgré tout de ce qui est demandé par la commune. On crée un centre où il va y avoir effectivement des gens qui viennent travailler, donc ce serait illusoire de penser qu'il n'y aura pas du tout de voitures. Donc Frédéric a bien expliqué que la plupart des personnes qui viennent travailler dans les centres viennent en transport en commun, c'est pour ça qu'on choisit de s'implanter à un endroit tel que celui-là, mais malgré tout, on doit prévoir des parkings, quoi. On en prévoit un par 80 mètres carrés de bureaux et un stationnement vélo par 40 mètres carrés de bureaux. Donc en gros ça correspond à un sous-sol qui sera entièrement dédié ou presque au parking. Oui. Il faudrait peut-être préciser le nombre de parkings qu'il y a dans les autres Mundo. Je crois qu'il n'y en a pas à Mundo B, je crois qu'il y en a très peu à Mundo L. Donc tous ces centres vivent sans parking. Donc ici, créer des parkings, c'est qu'on sait qu'il y aura un certain nombre de personnes qui viendront, mais a priori, la grosse majorité viendra en transport en commun ou en mobilité douce. Mais Frédéric, là, tu peux peut-être... Donc effectivement, dans les centres urbains, on n'a quasiment pas de parking, ou pas du tout. Juste une personne, un parking pour les personnes à mobilité réduite, un parking pour les livraisons. À Mundo A, on n'a quasiment pas, à Mundo B, on en a 3. Dans les zones semi-urbaines, on en a un petit peu plus, parce que c'est un peu moins bien connecté. Donc à Namur, on a 18 parkings, pour 3000 mètres carrés. C'est un peu juste. Ici, on aura 29 parkings pour 2000 mètres carrés. C'est déjà nettement plus confortable. Oui, c'est ça, j'allais le dire. Effectivement, bon, nous, on est convaincus que ça va faire trop de parking pour notre besoin. Mais malgré tout, on avait ouvert la porte du P+R qui est juste en face. En fait, on trouve ça très dommage d'investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi dans un sous-sol, voire un deuxième sous-sol, qu'on ne veut absolument pas faire, pour créer des parkings, alors qu'il y a en face 4 sous-sols, dont 2 qui sont fermés parce que le parking est sous-utilisé, et qui est vraiment à proximité. Dans les règles de lotissement de Courbevoie, ils doivent, donc il y a des droits de passage au niveau des ascenseurs. Donc, a priori, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas utiliser les parkings de la SNCB, donc le P+R, qui est géré par la SNCB, pour notre lot, donc avoir des parkings qui soient dédiés à notre utilisation, utiliser les ascenseurs du lotissement et se retrouver au final soit derrière la nouvelle passerelle qui a été mise en place, soit derrière le passage piéton sécurisé dont nous parle la région. Et donc pour avoir des certitudes là-dessus, j'ai demandé une offre à la SNCB qui nous a envoyé une offre et où clairement, enfin, on n'a aucun souci tant en termes de prix que de disponibilité de ces emplacements et on peut avoir des cartes d'utilisation qu'on donnerait soit aux visiteurs, soit aux personnes qui travaillent sur place. Donc ça c'est voilà, on a cadenassé ça de cette façon-là, en se disant ben oui effectivement si les besoins venaient à augmenter un jour, même si on est convaincu que ça ne sera pas le cas, on a l'alternative du parking P+R qui est juste en face et qui est je pense à 700 mètres je pense quand on sort de l'ascenseur jusqu'au lot, ce qui est tout à fait raisonnable.
Très bien, ça désengorgerait l'avenue. Tout à fait. Nous à la limite, moi j'aurais envie de dire, l'idéal ce serait que notre -1 soit utilisé pour de l'archivage et ce genre de choses, et qu'on puisse mettre un maximum de personnes dans le parking P+R en face, qu'on puisse faire quelque chose d'intéressant avec nos sous-sols. Mais bon, à ce stade, on a des obligations envers la commune. Les obligations, on a bien entendu qu'on doit mettre en place des parkings. On pense qu'on n'utilisera pas tout. Voilà, quoi. On est obligé d'aller dans ce sens-là. Oui. Justement, sur le point précis du parking, le ratio que vous avez indiqué de 29 places pour 2000 m², ouais. Est-ce que ça correspond à une norme que vous impose la commune ou c'est votre calcul à vous? Alors, c'est notre calcul à nous. En fait, l'idée, c'est que le guide communal d'urbanisme, lui, en impose un par, si je ne me trompe pas, 1 par 40 m², je crois, donc le double. Donc en fait, on devrait faire un deuxième sous-sol, le deuxième sous-sol dont je parlais juste avant. On n'en a pas l'envie, pour les raisons qu'on a déjà exposées. Et par contre, il prévoit une dérogation pour les emplacements vélo. Donc, je ne connais plus la règle exacte, mais je crois que c'est par emplacement de parking qu'on ne peut pas faire dans la règle des 40 m². On doit prévoir 3 emplacements vélo, quelque chose comme ça. Donc l'idée dans le calcul ici, c'est de dire, ben, ok, on va essayer de se conformer à un maximum, mais plutôt que de demander une place par 40 m² de bureau, et dire qu'on peut avoir une dérogation en ajoutant des parkings vélos, mais on va directement dire que nous, on voudrait respecter une place par 80 m² et ajouter les vélos par 40 m², ce qui équivaut plus ou moins à ce que la commune demande dans le guide communal d'urbanisme. Est-ce que ça répond à la question ?